Bonjour tout le monde. Savez-vous que nous recevons plus d'informations en une seule journée qu'un être humain du 19e siècle en une vie entière? Heu, mais cela, est-ce qu'il nous rend réellement, plus intelligents ou juste plus distraits? Est-ce est-ce que cet outil numérique, va nous permettre, de développer ce que nous étions ou ça on peut le considérer comme étant un poison qui nous noie dans le bruit, et dans la sobriété. Chaque jour, nous scrollons, nous cliquons, nous partageons, heu, mais est-ce que nous avons vraiment le libre choix de ces actions? Heu, Parce que derrière chaque notification, chaque vidéo, suggérée, chaque fil d'actualité, se cache un serviteur invisible. Pourquoi? Parce qu'il s'agit tout simplement d'un système algorithmique qui a été mis en place par l'humain et qui est conçu pour capter notre attention, anticiper nos désirs et impacter notre décision. La chose la plus effrayante, c'est que ce système ne dort jamais. Il est là pour analyser nos comportements, nous pousse subtilement aussi vers certains contenus, certaines idées, certaines émotions, sans même que nous nous en rendions compte. Alors, la question qui se pose, est-ce que nous sommes toujours maîtres, de notre système cognitif ou bien nous avons perdu le contrôle au profit de ces systèmes invisibles? Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment cette révolution numérique agit sur notre cognition, notre mémoire, notre concentration, nos fonctions exécutives, notre comportement et surtout comment nous pouvons reprendre le pouvoir, sur nos écrans. Donc avant de commencer cette escapade passionnante, je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire organisé par la plateforme, Afrique-Éduc. Je suis, madame Iman Benjelloun, je suis un produit pur et dur de l'université marocaine. J'ai une licence en psychologie cognitive, par la suite un master, en psychologie du vieillissement sous la coordination du grand docteur, Moulay Tahami Badidi à l'université Ibn Tufayl. Je suis aussi certifiée en psychologie de mémoire, dans l'évaluation et l'interprétation des tests, cognitifs, et psychologiques. Je suis aussi, intervenante, en psychologie cognitive, et j'assure l'accompagnement des professionnels, et particuliers dans tout ce qui est développement cognitif, et psychologique. Pour commencer, je tiens d'abord à présenter les résultats d'une recherche qui a été menée récemment par Torok et ses collaborateurs et qui a révélé qu'en moyenne, nous passons entre 7 et 10 heures par jour devant un écran. Aussi, une autre recherche a montré que notre capacité d'attention s'est effondrée. En 2000, nous pouvions nous concentrer 12 minutes en moyenne. Aujourd'hui, nous sommes passés à 8 secondes, soit moins qu'un poisson rouge. Donc la problématique, c'est que est-ce que nous sommes en train de nous adapter intelligemment à ce nouveau monde ou on est en train de perdre tout simplement le contrôle de notre cognition? Pour répondre à cette problématique, nous allons traiter trois grandes questions tout au long de ce webinaire. Premièrement, nous allons voir comment nos capacités cognitives s'adaptent aux écrans et principalement aux algorithmes nichés derrière. Deuxièmement, on va voir si nous sommes encore en contrôle de nos décisions ou manipulés par l'intelligence artificielle. Et la troisième question serait quels sont les risques et les opportunités du numérique sur notre psychologie et est-ce qu'il s'agit d'une révolution cognitive ou un piège tout simplement qui va venir dégrader notre attention, notre mémoire et notre santé mentale d'une manière générale. Depuis son existence, l'humain a toujours su s'adapter à son milieu. Mais aujourd'hui, heu, nous sommes plus des simples utilisateurs de la technologie, nous sommes plutôt en interaction avec des systèmes intelligents qui apprennent et qui se développent avec nous. Ce qui nous oblige à nous demander si nous contrôlons notre cognition
ou est-ce que nous sommes en train de la remodeler pour s'adapter au numérique? Donc notre développement, nos comportements et même notre façon de penser, comme j'ai dit tout à l'heure, heu, sont impactés par 3 grands processus. Donc le premier processus, c'est la phylogenèse qui désigne l'évolution de l'espèce humaine à travers le temps. Par exemple, il y a des milliers d'années, nos ancêtres étaient des chasseurs-cueilleurs. Donc leur système cognitif s'est adapté pour survivre, pour mémoriser des trajets, réagir rapidement face aux dangers. Cette évolution biologique a a modelé, leurs capacités cognitives et comportementales pour pouvoir s'adapter à leur, milieu et assurer leur survie. Donc nous avons aussi hérité, de certaines, caractéristiques du passé. Notre cerveau qui est, heu, la base ou le support de notre système cognitif fonctionne encore comme celui de nos ancêtres, même si notre environnement a totalement changé. Par la suite, on va trouver l'ontogenèse, qui désigne l'évolution d'un individu au cours de sa vie. Par exemple, un bébé qui naît avec un cerveau immature et c'est son environnement, ses expériences, son apprentissage, heu, qui va, mettre au point son intelligence, son langage et ses comportements. Donc chaque individu va évoluer, va se développer en fonction de son éducation, de sa culture, de ses expériences. Heu, la preuve, c'est que des fois, on va trouver 2 enfants, heu, qui sont nés dans le même endroit, mais qui peuvent se développer différemment. C'est-à-dire, à l'âge adulte ou même à l'âge de l'adolescence, ils vont afficher 2 personnalités complètement, différentes. Par la suite, on va trouver le processus de la sociogenèse, c'est comment cette culture, la société, les interactions vont venir impacter à leur tour leur manière de penser et d'agir. Il y a 50 ans, les écrans n'étaient pas là. Aujourd'hui, notre cerveau, commence a appris à s'adapter, à ce monde hyper connecté. Aussi, les normes sociales, changent, par exemple les règles de politesse, la façon de communiquer, les croyances. Et ces normes sociales sont transmises à travers l'éducation et l'expérience sociale. Donc notre comportement n'est pas seulement dicté par notre biologie ou notre expérience personnelle, mais aussi, par notre culture et notre époque. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que nous sommes le résultat d'une évolution biologique, d'un développement personnel et d'un environnement social et culturel. Donc comprendre ces 3 processus, la phylogenèse, l'ontogenèse et la sociogenèse, va nous permettre de mieux comprendre pourquoi nous agissons comme ça face à l'outil informatique. Partie va porter sur 2 axes, principaux. Le premier axe, l'évolution des paradigmes en psychologie. On va parler principalement du fonctionnalisme, du behaviorisme, le gestalt et le cognitivisme. Par la suite, on va voir le lien avec l'IA et l'émergence des réseaux, de neurones artificiels. Après, on va passer au deuxième axe, l'homme vers la machine, hein, différence fondamentale. On va voir la différence, donc ce que nous apporte notre cerveau et principalement cette plasticité cérébrale qui identifie l'être humain. Et par la suite, on va voir l'intelligence artificielle, comment elle marche, pourquoi cette rapidité, la prédiction et le calcul. Pourquoi on doit impérativement revenir à l'histoire de la psychologie? C'est tout simplement pour voir comment la cognition ou l'étude de la cognition a évolué à travers les différents paradigmes. Comme vous le savez, la cognition, plutôt la psychologie avant 1879 était étroitement liée à 2 domaines principaux qui sont la biologie et la philosophie. On a essayé de ce qui manquait à ce moment-là à la psychologie, c'est ce côté scientifique. On n'arrivait toujours pas
à étudier, mesurer le phénomène humain vu la complexité des stimuli qui nous entourent. Et par la suite, on a eu le grand Fechner qui a pu qui a pu mettre une équation entre les sensations externes, les sensations internes et l'intensité des stimuli pour avoir une formule mathématique qui exprime un peu la sensation ou la psychologie humaine. Donc, en 1879, on a eu William Font, qui a mis en place à l'Université de l'Iceberg le premier laboratoire de la psychologie. C'était en 1879. Et bien sûr, on a commencé à étudier le phénomène humain d'une manière certaine, d'une manière scientifique. Le phénomène humain commençait à faire sujet d'expérience et bien sûr, selon une méthodologie stricte et scientifique. Donc, on va voir dans cette partie l'histoire de la psychologie. Premièrement, pour comprendre cette interaction entre la psychologie, entre l'humain et la machine, euh, on va voir que l'évolution de la psychologie cognitive est étroitement liée à l'évolution de la machine. Cette partie est aussi importante parce qu'on va parler de traitement de l'information. On va voir comment on a pu calquer le modèle informatique sur la manière de raisonnement humain et sur la pensée humaine. Maintenant, nous allons partir à la découverte des grands courants de la psychologie qui se sont intéressés à la cognition humaine. Dans cette partie, on va voir bien sûr le courant fonctionnalisme, après le behaviorisme, le gestalt, pardon, et le lien avec l'IA. Pour le fonctionnalisme, il est apparu au 19e siècle. On était plus concentré sur les sensations et les perceptions humaines, c'est-à-dire les états de conscience, avec bien sûr la mise en place du premier laboratoire réservé à l'étude du phénomène humain avec Font en 1879. Le fonctionnalisme définissait la cognition comme étant un processus adaptatif qui permet d'interagir avec son environnement. Et là, on va toujours trouver dans la définition de la cognition l'adaptation à l'environnement. Donc là, on parle d'un seul processus adaptatif et on va voir comment cela a évolué. Malheureusement, heureusement, durant ce courant, prenez l'introspection, c'est-à-dire pour faire une expérience ou pour étudier le phénomène humain. Donc, demander à l'individu de nous décrire ce qu'il ressentait. Donc, on était toujours dans l'expérience, on étudiait, mais sur le subjectif, c'est-à-dire sur des propos que nous présente la personne sur laquelle on est en train de faire une expérimentation ou une recherche. Et là, ça faisait toujours manquer à la psychologie ce grand côté scientifique qu'on cherchait tant. Par la suite, on a eu le behaviorisme. Behaviorisme, donc c'est un courant qui est à 100% expérimental, scientifique, basé sur la mesure et l'observation. Il est apparu en début du XXe siècle. Et là, on ne s'intéressait que sur le comportement visible à l'œil nu. C'est-à-dire, on a essayé d'étudier la psychologie humaine à travers ce qu'on voit à travers nos comportements. Et là, on a défini la cognition selon, bien sûr, la vision du paradigme behavioriste. On a dit que la cognition était un ensemble de comportements appris en réponse aux stimuli de l'environnement. On ne voyait plus, ce qu'il faut comprendre, c'est que le behaviorisme ne s'intéressait pas vraiment à cette boîte noire. Quel est le fonctionnement cognitif qui, qui cache telle ou telle réaction? Mais ce qu'on disait, c'est que tout comportement produit, c'est un comportement qui est nécessairement appris. Et comme vous savez, on est dans un environnement qui est si complexe et on ne peut pas apprendre tous les comportements qu'on produit d'une manière quotidienne. Donc, on a cette créativité qui caractérise l'humain.
Après, on a le Gestalt. Le Gestalt, c'est un courant qui est apparu en 1920 pour répondre aux limites. Il repose bien sûr sur les limites du courant behavioriste. Et là, on a illustré la psyché humaine ou la psychologie humaine ou les états mentaux. On n'a pas commencé, on parlait pas à cette date-là des états mentaux, mais du phénomène humain d'une manière générale et sa psychologie, sa manière de fonctionnement comme étant un puzzle où l'image finale émerge une fois assemblée. Je vous donne un exemple. Mais face à un arbre, vous dites, ouais, c'est un arbre. Mais si vous arrivez à voir que cet arbre fait partie d'une forêt, eh ben, vous allez vous dire que je suis dans une forêt. Euh, on ne peut percevoir l'environnement que si on fait une compréhension globale du milieu dans lequel nous sommes. Et bien sûr, là, la cognition, les Gestalts, le Gestalt a défini la cognition comme étant une organisation globale de la perception où tout est perçu différemment de la somme des parties. Donc, si je vois la somme des parties, ce n'est pas pareil que si je vois un seul élément de cette partie, de ce tableau ou de ce puzzle. Donc, le lien avec l'IA, les Gestalt, à l'apparition du courant Gestalt, on a commencé à parler d'une réorganisation de l'information. On devait réorganiser l'ensemble de l'information du milieu pour pouvoir faire une perception. Et cela se fait grâce à des calculs. Et là, on voit nettement le lien entre l'IA, parce que l'IA aussi, c'est un produit qui nous permet de réorganiser l'information et de faire de l'auto-apprentissage grâce à des calculs. La question qui se pose maintenant, c'est que le numérique a réellement changé notre monde. Mais est-ce que notre système d'exploitation suit le rythme? Quand je parle d'un système d'exploitation, je parle de notre système cognitif. Je parle de notre système qui nous permet de traiter ces informations. Parce que après le courant Gestalt, la première machine est apparue, la machine de Turing. C'est une machine qu'on a longuement, bien sûr, qui est programmée, qui est produite par l'humain et qu'on a longuement observée. Et on a commencé à se dire que cette machine ressemble terriblement à l'humain. Comment ça? Cette machine, on, on lui donne des informations, elle les traite en les changeant, bien sûr, ou en les convertissant en langage binaire, un langage qu'elle va pouvoir comprendre. Et par la suite, elle va nous donner une sortie, c'est-à-dire elle va répondre positivement à la commande de départ. L'humain, en quelque sorte, c'est ça. L'humain, c'est une entrée d'information. Je vois une bouteille d'eau. La bouteille d'eau, je vois quelque chose, je vois ça. Le cerveau va traiter ça. Il va me dire que c'est une bouteille d'eau et peut-être que ça va me donner envie de boire. C'est-à-dire, l'entrée sensorielle de la bouteille a été traitée par mon système cognitif et ça m'a donné une sortie. La sortie, c'est l'envie de boire. Je prends la bouteille et je bois. L'ordinateur, c'est un système hardware, c'est un système software. L'humain, c'est pareil. Nous avons un cerveau, nous avons un système nerveux qui nous permet de traiter des informations, mais ce système nerveux, il a besoin d'un système d'exploitation. Il a besoin d'un système de traitement de l'information. Ce système de traitement de l'information humain, on l'appelle le système cognitif. C'est le système qui traite, qui nous permet de construire la cognition humaine. Bon, si, pour faire clair, l'ordinateur, il a un processeur qui va nous permettre de traiter l'information, l'humain a un cerveau qui va aussi nous permettre de traiter l'information. Et là, avec l'avènement de l'outil informatique, on a commencé à parler de traitement d'informations, de database, de données, ainsi de suite. Et on a vu que l'humain et la machine sont pratiquement identiques.
malgré que la machine soit un produit pur et dur de l'humain. La différence persistante entre l'homme et la machine, c'est que l'homme reste plus créatif, il reste intuitif. Euh, des fois, on ne peut pas toujours prévoir et prédire le comportement de la personne. Ce comportement, il est régi par l'expérience personnelle de l'individu. Donc, chacun de nous a une expérience personnelle qui va modérer, qui va modeler son système d'exploitation, qui va modeler la manière avec laquelle il traite les informations et c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Donc, malgré qu'on soit tous les deux dotés de ce système avec des entrées, des sorties, plutôt des entrées, des traitements et des sorties, sauf que nous traitons cette information d'une manière complètement différente. Donc, la différence, les principales différences entre et similitudes entre l'homme et la machine, pour le traitement de l'information, on est pareil. La différence, c'est que nous, l'homme, on est plus prédisposé à s'adapter, tandis que la machine, elle ne va qu'exécuter. Si, par exemple, mon ordinateur n'a pas de carte son, je ne pourrai pas faire lire une chanson. C'est-à-dire que cet ordinateur, il peut effectivement traiter l'information, mais selon les données que je lui donne, selon les programmes que je lui donne, selon le système d'information que je lui fournis. Maintenant, pour les capacités cognitives, les machines, certainement, elles nous imitent parce que pour les mettre au point, on a calqué un peu le système de traitement de l'information humain. C'est un système qui va calculer et qui a besoin d'une mémoire rapide. Par contre, l'humain, il va réfléchir d'une manière flexible et il va carrément développer de nouvelles idées. On est dans la créativité d'un contenu ou de la cognition nouvelle. Bon, oui, actuellement, vous allez me dire que l'IA a cette capacité de l'auto-apprentissage, mais si je ne fournis pas de l'information, si je ne fournis pas une base de données à cette IA, donc je ne vais pas lui permettre de faire un auto-apprentissage. Je reste le maître et l'IA, j'espère qu'elle restera pour toujours le serviteur. Donc, comme je viens de dire, là, on va voir une petite différence entre la machine et l'homme. L'homme, il a le cerveau qui est son siège du traitement cognitif. Par contre, la machine, on va trouver un ensemble de hardware tels que le processeur, le disque dur, la carte mère. Pour ce qui est de la cognition, on peut définir la cognition humaine comme étant l'ensemble des processus qui nous permettent de traiter l'information. Pour que l'information soit traitée, elle doit être perçue, elle doit être stockée et bien sûr, elle doit être récupérée et réutilisée pour interagir avec mon milieu. Donc toujours, on va trouver la notion du milieu qui est très présente. On ne peut pas dissocier l'humain de son milieu. L'humain, toute action qu'il va faire, c'est pour s'adapter à son milieu, c'est pour pouvoir interagir avec le milieu ou l'environnement qui nous entoure. La cognition artificielle telle que définie par Turing et McCarthy, c'est la capacité de ces systèmes informatiques et des algorithmes à traiter, analyser et utiliser des informations de manière autonome en imitant partiellement les mécanismes cognitifs humains. Donc là, on est dans l'imitation. Oui, l'IA ou le chat GPT, il a cette capacité d'auto-apprentissage, il a cette capacité de prendre la décision et de résoudre un problème, mais il n'a pas cette capacité créative. Donc, il n'a pas aussi, il n'a pas aussi ce côté émotionnel. Peut-être que ça va venir avec le temps, mais la vérité, on ne l'espère pas. Parce que à ce moment-là, l'humain va être réellement en danger. Et de là, la psychologie cognitive ou le courant cognitif a vu le jour. Donc, il y a eu l'avènement de la psychologie cognitive, ce courant qui a changé la vision de l'humain.
On a commencé à définir euh, l'humain ou la psychologie humaine comme étant cette étude scientifique basée sur des processus mentaux, la mémoire, l'apprentissage, la prise de décision, pour comprendre comment l'humain traite l'information. Euh, modèle, c'est un modèle pour l'intelligence artificielle et les neurosciences computationnelles. On va voir aussi que l'homme, malgré l'avènement de l'outil informatique, il reste incapable de fournir à la machine un système de traitement de l'information qui est égal à son système cognitif. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que la psychologie cognitive est la fille aînée des neurosciences et de l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que les neurosciences, la psychologie cognitive a coïncidé avec l'avènement de l'imagerie cérébrale. On a commencé, on a pu, donc l'humain avait l'outil nécessaire pour suivre le fonctionnement cérébral, le fonctionnement cognitif. Euh, Au moment de l'exécution d'une tâche, je pouvais plutôt voir quels sont les circuits neuronaux qui sont engagés dans telle ou telle opération, dans tel ou tel stade de traitement de l'information. Et cela nous a réellement permis de développer la psychologie cognitive. Donc, c'est une approche holistique, c'est une approche multidimensionnelle qui porte en elle la neuroscience et l'intelligence artificielle. Donc, les neurosciences, ce sont les bases, c'est la compréhension des bases biologiques des processus mentaux, les neurones, les connexions qui sont le support physique de nos pensées. Moi, c'est l'ordinateur euh, si on veut expliquer ça d'une manière concrète. L'ordinateur, le boîtier, l'écran, la souris, le clavier, ça c'est l'humain avec ses cinq sens, avec son aspect biologique, le cerveau aussi, et bien sûr tout ce qui est traité, tout ce qui est invisible traité, ça c'est le système cognitif ou le système de traitement de l'information. Et bien sûr, sans ce support physique, on ne peut pas parler de cognition. L'IA, qui est aussi un parent de la psychologie cognitive, elle s'inspire des mécanismes neuronaux pour enrichir notre compréhension du système cognitif à partir de son imitation. Ce n'est qu'une imitation qui est fournie par l'homme. Donc, il faut toujours garder en tête que nous sommes le maître de la situation et on ne peut pas se permettre de devenir dans l'avenir des serviteurs. Donc, les premiers réseaux de neurones artificiels, parce que l'intelligence artificielle repose sur des neurones artificiels. Le premier modèle de ces neurones s'appelle Maculospit. Il est apparu en 1943. Il est inspiré du cerveau humain et il apprend grâce à l'analyse des lettres. Donc, c'est une pensée abstraite, symbolique. La psychologie cognitive, le lien entre la psychologie cognitive, la neuroscience et l'IA, ben, les trois disciplines sont comme un puzzle qui va nous permettre de comprendre notre pensée, de créer des produits pour servir cette cognition humaine, pour pouvoir diagnostiquer les troubles de la cognition humaine. L'importance de l'interaction homme-machine, donc la qualité de l'interaction utilisateur-machine elle est décisive par rapport à la qualité de l'immersion numérique. Euh, Tant que les interfaces sont simples à utiliser, tant que l'expérience en ligne devient plus agréable, et tout cela va nous permettre d'avoir une fluidité d'accès à l'information et trouver les solutions recherchées plus facilement. Donc, c'est pour ça qu'on voit de plus en plus d'applications avec des interfaces plus faciles à utiliser, plus fluides, des couleurs reposantes. On n'est pas obligé de passer par les bancs de l'université ou être ingénieur pour pouvoir utiliser ces gadgets ou ces produits. Donc, l'objectif principal de cette présentation, ça va être voir comment ces nouvelles technologies ont façonné notre manière de penser et d'interagir. Euh,
Aussi, on va parler des risques, les addictions, les troubles cognitifs et psychologiques, des contenus non adaptés. Et à la fin, on va pouvoir mettre en place un programme et un projet de vie qui va nous permettre de manipuler l'outil numérique. Donc, le plus important, c'est qu'on soit manipulateur et non pas manipulé. Ce qu'il faut aussi garder de cette première partie, c'est que c'est l'homme qui a modélisé l'intelligence artificielle à partir de son fonctionnement humain, mais jusqu'où cette IA peut réellement nous imiter et comment peut-elle guider nos décisions. Pour la deuxième partie qui concerne l'algorithme et la cognition. Est-ce que c'est un couple en parfaite harmonie? Merci pour votre attention et à tout de suite.